France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi. Bonjour, docteur Aurélia Schneider. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. Bonjour, docteur Christophe André. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre et chroniqueur dans l'émission. Bonjour Cécile Guéret. Vous êtes thérapeute en gestalt thérapie. Rappelez-nous peut-être en 2 mots ce qu'est la gestalt thérapie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Oui, la gestalt en fait c'est une thérapie du lien, c'est-à-dire qu'on regarde comment on est en relation ensemble et donc cette question du lien, de la relation, alors que nous sommes à distance les uns des autres est particulièrement importante en ce moment. Alors cela fait donc 1 semaine que nous sommes confinés. Selon une vaste analyse relayée par le mensuel Cerveau et Psycho, l'équipe de recherche de Samantha Brooks du King's College à Londres a analysé 24 études scientifiques réalisées dans 11 pays depuis 2003 suite aux épidémies de SRAS, MERS, grippe H1N1, Ebola pour identifier les conséquences psychologiques des quarantaines et sans surprise sont apparus des symptômes de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, d'irritabilité, de confusion, de peur, de colère, d'abus de médicaments ou de drogues, d'insomnie, de stigmatisation. Ce sont là donc les principaux méfaits d'une mise en quarantaine. Docteur Aurélia Schneider, est-il possible de diminuer ces méfaits de la quarantaine ? Oui, je pense qu'on doit aller dans ce sens-là et merci de nous donner la parole dans votre émission. Alors moi, je voudrais revenir comme un petit peu sur le syndrome post-traumatique parce que ça peut être un peu inquiétant. C'est en fait ça appartient aux troubles anxieux et un événement qui est dit traumatique, c'est quand quelqu'un est confronté à la mort ou la peur de la mort ou d'avoir des blessures ou que l'intégrité physique va être menacée. Donc évidemment, mais comme on le vit là, et la quarantaine est une situation anormale qui peut menacer notre intégrité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à une même expérience, on réagit tous un peu différemment. C'est-à-dire que nos émotions sont différentes selon les gens. Alors en fonction de paramètres, nos antécédents personnels, notre culture, etc. Et on réagit chacun différemment. Et je pense que ce qui est essentiel pour notre propos et sur votre question, c'est que ce qui va être déterminant, c'est au-delà de l'événement lui-même, c'est la signification que chacun d'entre nous va donner à l'événement. Et il faut savoir que nos émotions négatives, positives, vont avoir des influences considérables. Et on sait que les émotions plus positives nous aident à résoudre nos problèmes. Donc, comment aller dans le sens d'émotions plus positives ? Eh bien, je crois que on en parle beaucoup, mais la communication, garder du lien par l'intermédiaire notamment de réseaux sociaux, d'internet, du téléphone, garder du lien, essayer de faire du bien autour de nous, c'est-à-dire dans notre petite cellule, la petite qui s'est constituée de fait dans notre confinement, mais aussi aux autres que l'on sait seul. L'idée aussi d'un altruisme, quand on reste chez soi, c'est aussi pour protéger les autres. Et c'est important d'avoir ce type de comportement parce que ça génère en nous des émotions positives. Christophe André. Eh bien, que rajouter que rajouter à tout ça? Peut-être Christophe André, peut-être on le sait, hein, on le voit avec cette méta-analyse, un isolement prolongé finit par provoquer une forme de traumatisme qui mêle peur et anxiété. Est-il possible d'endiguer ou d'empêcher ce phénomène ? Oui, mais une fois de plus, je crois que c'est important quand même de rappeler que ce que montrent les études, c'est que chez un certain nombre de personnes, de la souffrance, de la détresse psychologique apparaît, mais que chez la plupart des autres, c'est simplement de l'anxiété, de la frustration, de l'agacement, de sentiment d'être contraint. Donc, c'est important par les temps qui courent que nous arrivions à faire un usage sensé, raisonné de l'information. C'est important qu'on n'affole pas tout le monde en disant voilà, quand vous allez sortir de vos appartements, vous serez dans un état psychologique pitoyable. Et on sera
d'autant plus en bon état lorsque cette période de confinement s'arrêtera, que effectivement on aura pris soin de soi et soin de ses proches pendant toute cette période dont on a du mal à savoir actuellement la durée. Et effectivement, ce sont toujours ces conseils que nous donnons le sentiment de répéter, voilà, de s'occuper des autres, de faire de l'exercice physique, de se concentrer aussi sur ce qui va bien et pas seulement sur ce qui va mal. C'est la base de la psychologie positive. Vous savez, souvent, on critique ce courant de la psychologie positive qui consiste à prêter attention à ce qui va bien dans nos vies, comme si, au fond, faire attention à ce qui va bien nous empêchait de voir ce qui va mal. Ce à quoi nous invite la crise aujourd'hui, cette crise sanitaire, la présence de ce virus dans notre société, c'est à avoir un regard adulte, voir les problèmes, voir les difficultés, se dire que nous sommes responsables de nos comportements et que nous devons avoir des comportements respectueux par rapport aux autres, notamment aux personnes faibles que nous risquons de contaminer, mais aussi ne pas oublier tout ce qui fonctionne bien. Notre état fonctionne, nous n'allons pas mourir de faim, nous avons pour la plupart d'entre nous la possibilité d'être en contact, en lien grâce aux messageries, grâce à Internet, en lien les uns avec les autres. Donc, n'oublions pas ce qui va bien et ça nous donnera l'énergie pour mieux affronter ce qui va mal. Cécile Guéret. Oui, tout à fait. Je trouve que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'ai regardé aussi à une autre étude qui a été publiée sur la détresse psychologique de la population chinoise. Là, juste le 6 mars. Suite à l'épidémie de Covid, alors bon, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des facteurs culturels qui sont importants, mais les auteurs montrent que finalement, pour 35% des répondants, le résultat obtenu révèle un stress psychologique modéré et seulement pour 5% un stress sévère. Alors évidemment, 5%, c'est toujours 5% de la population, mais je veux dire, finalement, ces chiffres-là nous montrent que pour la plupart d'entre nous, on va réussir à traverser cette épreuve, cette difficulté, et que nous allons nous en ressortir avec peut-être un certain stress, mais quelque chose qui va être tout à fait gérable. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse savoir que nous avons des ressources et que nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres. Comme vient de le dire Christophe André, on est dans un état qui fonctionne, on peut encore s'alimenter. Il y a encore des tas de choses qui fonctionnent bien. Et l'autre chose aussi, c'est que une des choses qui a été soulignée par l'étude publiée dans The Lancet dont vous parliez tout à l'heure, c'est que ce qui fait aussi ce qui rend moins difficile ce stress-là, c'est que c'est une épreuve qu'on traverse tous ensemble. C'est aussi le sens donné à la situation qui fait que ça donne en fait une protection psychologique. C'est-à-dire que c'est pas une souffrance qu'on traverse comme une souffrance qu'on traverse chacun ou de manière très isolée, mais finalement c'est une souffrance collective, et quand les souffrances collectives, les études montrent que quand elles sont partagées, elles sont d'une certaine manière un petit peu plus faciles à supporter que ce qui relève d'une histoire individuelle qui peut être vue comme absurde ou incompréhensible et qu'on va vivre chacun dans son coin. Donc vraiment le sens collectif aussi qu'on donne à ce passage-là. Alors les chercheurs de la méta-analyse de Samantha Brooks, publiée dans The Lancet, suggèrent d'intégrer des groupes de soutien local ou de discussion en ligne. Et j'ajoute que c'est pour cela que le service public joue en ce moment un rôle majeur de lien social. Certains auditeurs nous ont écrit pour nous demander de parler d'autres choses sur l'antenne, mais France Inter, France Info et France Bleu, je le rappelle, sont des opérateurs d'importance vitale selon la loi et doivent assurer leur mission d'information et de lien social dans cette période de crise majeure. Alors nous recevons de nombreux messages. Tom nous dit j'ai l'impression de devenir fou en restant chez moi et quand je sors pour faire mes courses, j'ai l'impression que l'autre est un ennemi mortel. Que faire pour ne pas tomber dans la folie et la paranoïa? Aurélia Schneider. Oui, alors Tom décrit des choses qui effectivement peuvent tout à fait arriver, de s'inquiéter de tout ce qui finalement nous entoure. Je reprendrai ce qui a été dit avant, peut-être avec une petite mention différente encore on doit gérer une sorte de dualité qui n'est pas facile. Nous sommes
donc dans une situation extrême de confinement, comme en guerre, mais nous sommes dans nos appartements, alors plus ou moins à l'étroit, mais quand même nous bénéficions de l'électricité, de l'eau courante, et je crois que il faut arriver à se trouver bien dans ce lieu malgré tout, parce que on sait que dans les syndromes post-traumatiques notamment, on finit par développer, dans les cas les plus importants, mais quand même une sorte d'évitement de ce qui a été difficile pour nous pendant la période compliquée. Il s'agirait pas de se mettre à éviter son propre chez-soi et d'être quand même bien quelque part. Je comprends Tom qui, quand il va faire les courses, se demande si le gars ou la fille là à 1 mètre de lui ou à 2 mètres de lui ne serait pas infecté, mais essayons de tout faire pour nous sentir bien dans notre maison, parce que on doit développer le plus possible d'affect positif à l'égard de cet endroit, qui est un endroit dans lequel nous sommes en sécurité, dans lequel nous mettons aussi les autres en sécurité, et dans lesquels des choses vont bien, de façon à ce que plus tard, quand nous serons sortis, nous ne développions pas à l'égard de chez nous une sorte de rejet. Et je pense que c'est très important de s'armer de bonnes ondes pour la suite, en tenant compte du confort qui malgré tout nous entoure. Christophe André, Pierre nous écrit: moi qui suis très tactile, je vis très mal cette absence de contact, ça me déprime, et je vis mal également quand on m'évite ostensiblement. Oui. Ben, je crois que c'est vraiment au centre du problème que nous avons quand nous sortons dans la rue. Finalement, le risque, comme le disait aussi Tom, c'est qu'on ne voit plus dans les quelques humains que nous allons croiser que des porteurs de virus et des gens qui à la fois se méfient de nous et dont nous nous méfions. Et ça, c'est un problème classique dans les histoires de méfiance vis-à-vis des autres humains. Plus vous augmentez la distance, plus vous augmentez la méfiance. Alors, je crois qu'il y a peut-être une règle de vivre ensemble dont on a peu parlé finalement, c'est comment on se comporte dans la rue lorsqu'on croise quelqu'un à distance réglementaire de 1 ou 2 mètres. Eh bien, peut-être on pourrait se regarder, se sourire et se dire bonjour. Hier, je faisais ma promenade réglementaire dans les rues désertes et j'ai croisé un monsieur qui était sur le trottoir d'en face et qui cherchait un contact, qui m'a regardé, qui m'a salué, qui m'a dit bonjour, et je lui ai répondu bonjour, et puis on a continué notre chemin, mais c'était beaucoup plus sympa que de se croiser comme 2 spectres, comme ça, qui se surveillent, qui se regardent. Donc peut-être essayons tous, les uns les autres, de faire ça. On se regarde, on se salue, on se sourit, et on ne se touche pas. Ça pourra peut-être remplacer un tout petit peu les câlins, les bisous et les embrassades. Bienvenue Sonia. Bonjour, oui, merci. Vous habitez Paris. Quelle est votre question, votre témoignage? Oui, en fait, j'habite Paris et j'ai un frère qui habite en banlieue parisienne et qui vit très très mal le confinement. C'est quelqu'un qui, d'ordinaire, passe sa vie dehors et généralement ne rentre chez lui que le soir. Et donc là, il n'arrive pas à émerger de son lit. Le matin, vous l'appelez à 11h, vous le réveillez. À 17h, il est couché. Et je sais pas comment je peux l'aider. Donc je l'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Il a quand même 38 ans, mais j'appelle tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Et en plus, il se nourrit pas super bien. Donc ça m'inquiète. Voilà. Aurélie Schneider. Oui, je comprends que Sonia soit inquiète. Alors, est-ce que il y a peut-être moyen de parler avec votre frère, de lui demander finalement ce qui l'inquiète autant? Parce que peut-être aussi on a tendance les uns les autres à un peu tout mélanger, c'est-à-dire la crainte de la maladie, la crainte que ça nous arrive et d'avoir de gros problèmes et peut-être même d'arriver en réanimation, la crainte économique, les aspects financiers de cette situation, ou d'autres aspects encore. Peut-être qu'il faudrait essayer de
avec lui, de dialoguer sur ce qui l'inquiète, de façon à faire des petits tas. Des petits tas. Il y a le confinement d'un côté, il y a cette difficulté, cette détresse relationnelle, ce court-circuit, et puis les autres inquiétudes financières et autres. Et peut-être en essayant de décortiquer avec lui, ça lui ferait du bien de pouvoir s'exprimer et ne pas tout mélanger. Merci beaucoup Sonia pour votre appel. Dans quelques instants, Christophe André nous expliquera pourquoi la méditation de pleine conscience peut être une ressource pour affronter le confinement. Et il nous proposera une petite séance pour ceux qui le veulent. Dites-nous comment cela se passe dans votre couple en ce moment au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Alexia Rivière, Julia Macarez et Josepha Gourvenec m'ont aidé à préparer cette émission. C'est Claire Destacan qui réalise. À la technique ce matin, Charles Pellabon. Grand bien vous fasse sur France Inter. 9h30, Grand Main vous fasse vous accompagne dans cette période de confinement jusqu'à 11h. Nous attendons vos questions sur l'impact psychologique de cette crise sur le couple au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Cécile Guéret, je rappelle que vous êtes thérapeute à Tours. Pour les soignants et pour les autres, il existe des soutiens psychologiques bénévoles. Oui, effectivement, les psys ont fait preuve d'une grande réactivité aussi pour soutenir et les soignants et tout à chacun, hein, que ce soit pour les difficultés de couple ou avec les enfants ou même un stress psychologique qu'on peut ressentir. Alors pour les soignants, il y a plusieurs possibilités. Il y a le site Psy Solidaire, par exemple, animé par des psychiatres et des médecins qui proposent donc des téléconsultations bénévoles. Il y a aussi la ligne d'écoute des soignants pour les soignants de la PHP qui est disponible. Et puis il y a un autre site animé par des psychologues francophones, belges et français qui s'appelle Psy4Med. Donc ça, c'est vraiment pour soutenir les soignants qui font face évidemment à un stress, à un gros stress en ce moment. Mais alors pour tous, il y a aussi des solutions qui sont proposées. Il y a par exemple l'association Les Psys du Cœur qui assure encore leur permanence donc par téléphone. Alors les différentes antennes de Paris, Grenoble, Rennes, Annecy et Suresnes ont chacun un numéro de téléphone que vous pouvez joindre, que vous retrouverez sur le site internet Psy du Cœur avec un S à psy, psyducoeur.fr. L'idée, c'est que vous pouvez laisser un message sur le répondeur avec votre prénom et votre numéro de téléphone. Et un thérapeute professionnel bénévole ensuite vous rappellera sous numéro masqué. Et bien sûr, il y a aussi les grandes associations professionnelles, comme la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, la FF2P, ou le SNPPsy, qui est le syndicat national des praticiens en psychothérapie et psychanalyse, qui vont mettre là dans les prochaines heures, ça va pas tarder à être mis en ligne, les coordonnées de leurs psy professionnels qui se rendent bénévoles pour des consultations téléphoniques partout en France. Et vous pourrez retrouver tous ces numéros sur la page Facebook de Grand Main vous fasse et sur l'appli France Inter. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour. Alors comment vivez-vous psychologiquement ce confinement au bout d'une semaine ? Eh ben, écoutez, je sais que c'est un peu, parfois peut-être un peu indécent de le dire. Parfois, je suis un peu gênée quand j'appelle mes amis et que je le dis de cette façon, mais je suis très heureuse. Pourquoi ? Très heureuse. Pourquoi ? Parce que je suis heureuse d'être chez moi, en accord avec moi-même et avec la possibilité unique dans la vie. Il faut quand même se dire, je vis seule, alors effectivement, j'ai pas de contraintes familiales. J'ai la chance d'être en chômage partiel, donc être assurée d'un certain revenu qui est très basique, mais qui sera suffisant pour payer ce qu'il faut. Donc, je suis dégagée de cette angoisse-là, bien sûr, et donc je peux vivre complètement à mon rythme. Je peux faire tout ce que j'ai eu envie de faire et que j'ai jamais pu faire. Enfin, pas jamais, mais que la vie ne me laissait pas vraiment le temps de faire, comme l'aquarelle, comme le tricot, comme la broderie, comme écrire, comme peindre, dessiner, etc. J'ai le temps d'appeler mes amis quand j'en ai envie, de leur parler 2 heures si j'en ai envie, et j'en ai pas tous les jours envie. Je prends conscience justement de tous les amis que j'ai et à qui je peux parler si j'en ai besoin, etc. Et je prends conscience de l'unicité de ce moment-là. Du calme absolu des choses, du fait que la planète respire parce que la production humaine se tait en partie, et
et voilà, et je prie pour les gens qui n'ont pas la chance de vivre les choses de cette façon-là. Je pense aux gens en Syrie ou dans d'autres situations qui vivent, parce que le mot confinement, on en parle beaucoup, mais c'est souvent lié à la guerre et aux bombes et dans une cave et avec la peur de voir sa famille tuée devant soi. Donc, faut aussi se rappeler dans les conditions de luxe dans lesquelles on vit tout ça. Alors évidemment pas pour tous, il faut vraiment en avoir conscience, et c'est l'intérêt de cette situation, c'est que de comparer les situations, c'est mettre en valeur ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce calme. Et voilà, alors faire du tricot, faire des activités créatrices, c'est très important parce qu'on voit les choses se dérouler. Et voilà, et je participe à la distribution au Resto du Cœur, j'ai des liens avec mes voisins. Docteur Christophe voilà, André, c'est indécent quand... je crois que Christophe André a envie de vous répondre, Virginie. Oui. C'est indécent quand Virginie nous dit qu'elle est heureuse dans cette situation. Non, ça fait... Alors, il y a deux choses. D'abord, ça fait quand même du bien d'entendre aussi la manière dont certaines et certains d'entre nous peuvent extraire de cette situation de contrainte toutes les bonnes choses qu'il y a à extraire. L'idée n'est pas de dire que c'est une situation idéale et parfaite. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment moi je peux habiter au mieux cette contrainte. Alors, c'est bien aussi d'entendre ces choses-là. Le petit risque, évidemment, c'est que les personnes qui n'y arrivent pas, qui ont du mal, qui sont quand même tristes ou stressées, s'en irritent au lieu de s'en inspirer. C'est toujours le problème des témoignages positifs. Ça peut être à double tranchant. Mais je crois que c'est important aussi que ces témoignages prennent leur place par rapport à tous les témoignages insistants sur ce qui ne va pas. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir appelés ce matin. Alors, Christophe André, pour ceux qui le veulent, vous proposez une petite séance de méditation, une initiation à réaliser ensemble, en direct, tous ensemble. Alors ceux que la méditation agace ou énerve peuvent revenir en 5 minutes. Christophe André, expliquez-nous peut-être ce qu'est la méditation de pleine conscience et pourquoi elle peut être une ressource pour certains. Alors la méditation de pleine conscience, ça a été une petite révolution dans le monde de la psychologie puisque c'est une forme de méditation laïque. Auparavant, la méditation se pratiquait dans des cadres religieux, spirituels, des monastères, etc. Là, on peut faire ça dans sa cuisine, dans son bureau, sur un banc, n'importe où. Donc, et c'est une forme de méditation que nous avons pu de ce fait utiliser dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation et partout en gros, et qui consiste simplement à observer son expérience ici et maintenant, dans l'instant présent. Alors, si vous voulez, donc, Ali, moi j'ai 2 questions à poser quand même avant de démarrer. La première, c'est comment vous allez, vous, tout seul dans votre studio? On va faire un petit check-up avant l'exercice. Ça va bien. Je vous ai tous, auditeurs, invités, chroniqueurs, donc ici en studio en direct. Non, tout va bien, tout va bien. Bon. Et de combien de temps je dispose pour cet exercice, à peu près? 3 minutes. 3 minutes, parfait. Alors c'est parti. Alors pour les personnes qui nous écoutent, d'abord on commence son exercice de méditation en ajustant sa posture. Ce qu'on appelle la posture, c'est comment on installe son corps. Et bien dans ce cas, restez là où vous êtes. Vous êtes probablement assis, dos droit, les pieds à plat au sol, les yeux fermés. Et la posture psychologique, c'est très important, c'est on n'a rien à obtenir, on n'a aucun but à atteindre, il s'agit juste d'observer, de ressentir ce qui se passe en vous à cet instant. Donc par exemple, ressentir votre respiration. Votre corps est en train de respirer, il fait ça très très bien, et donc laissez-le simplement respirer, laissez-le faire exactement comme il a l'habitude de faire et contentez-vous d'observer le boulot. Contentez-vous d'observer le passage de l'air dans votre nez, dans votre gorge, à l'inspiration, à l'expiration. Contentez-vous d'observer comment votre ventre et votre poitrine s'élèvent et s'abaissent, et comment tout votre corps, tranquillement, respire à cet instant.
Et à cet instant, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à réussir, juste ressentir le souffle qui tranquillement va et vient dans votre nez, votre gorge et tout votre corps. Et puis, on peut aussi écouter tous les bruits de la pièce, les bruits de l'extérieur. On peut aussi observer que des pensées arrivent à notre esprit. On les laisse rester là si elles veulent rester, on les laisse partir si elles veulent partir. On n'a rien d'autre à faire qu'observer tout ça, observer notre respiration, observer nos pensées qui vont et viennent, écouter ce qui se passe autour de nous. Et on reste là, tranquille, rien d'autre à faire que se sentir en vie, maintenant, à cet endroit. Et c'est ça qui est merveilleux dans la méditation, c'est qu'en fait, ça va nous faire un bien fou de simplement se poser sans aucun objectif, simplement de temps en temps dans la journée, s'arrêter de courir, de ressasser, de ruminer, et simplement rester là, à se sentir vivant. Alors, on pourrait rester des heures ensemble comme ça, mais là, à la radio, ça serait pas très drôle, notamment pour les gens qui ne méditent pas. Alors, tranquillement, je vous propose d'ouvrir les yeux, de prendre une grande inspiration, de sourire, de vous dire que ça serait bien de faire ça de temps en temps dans la journée pour voir qu'est-ce qui se passe à cet instant lorsqu'on s'arrête, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Merci beaucoup, Christophe André, pour cette petite initiation à la méditation de pleine conscience. Alors, nous recevrons dans ce Grand Main vous fasse spécial, nous recevrons régulièrement des psychologues, des thérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres pour aider les couples à traverser cette épreuve. Cécile Guéret, les couples vivent une expérience forte. Beaucoup de couples éprouvent tout de même une grande inquiétude face à ce confinement. L'anthropologue Philippe Breneau nous dit « C'est inédit dans l'histoire depuis au moins 35 000 ans qu'existe l'union maritale. Eh bien, nous n'avons jamais vécu ce huis clos contraint généralisé. » Et Philippe Breneau nous dit également que les couples doivent désormais se passer des espaces tampons, ces médiateurs que sont d'ordinaire la famille, les amis, le travail. Quelles sont les pistes à nous proposer peut-être, Cécile Guéret, pour faire en sorte que ce confinement se déroule au mieux au sein du couple? Oui, effectivement. Alors pour que ça se déroule au mieux, je dirais que la première chose, c'est que, je dirais, évitons de faire de ce confinement un examen de passage du couple. On va essayer de pas trop se mettre la pression. On va déjà essayer que ce confinement se passe au mieux. Et donc peut-être pas tirer des conclusions trop vite en se disant que ça va être la mise à l'épreuve, genre ça passe ou ça casse. Je crois pas que ce soit le moment de se dire ça, parce que le couple ça peut être un moment pour le couple qui peut certes être un révélateur des tensions qui existaient déjà, mais ça peut aussi être un révélateur du soutien, de la solidité du couple ou même de valeurs communes qu'on pouvait avoir perdues de vue avant. Donc je dirais déjà ne pas tirer de conclusions trop vite, attendre. Déjà ça peut changer, il y a des jours où ça peut être très bien en couple et puis le lendemain ça peut être une catastrophe et c'est pas grave, ça va évoluer. Et puis surtout quand on va se laisser le temps de traverser ce confinement ensemble, et puis se laisser le temps même après le confinement, quand tout ça se sera fini, de l'assimilation de tout ce qu'on a traversé ensemble. Donc déjà ne tirons pas de conclusions trop vite. Et puis le confinement, c'est tout de même un redoutable révélateur des personnalités, Cécile Guéret, au sein du couple. Oui. Et oui, alors effectivement, mais en même temps, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est comment les couples peuvent aussi s'appuyer sur ce qu'ils ont déjà traversé ensemble, parce que souvent les couples, ils ont déjà traversé des épreuves où ils ont trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir les traverser. Alors ça peut être
par le passé, à l'occasion d'un coup dur professionnel ou à l'occasion d'une maladie ou à l'occasion d'événements plus heureux comme par exemple les naissances. On sait comme les naissances des enfants, ça peut déstabiliser les couples. On a déjà, en tant que couple, traversé des épreuves et on a trouvé des ressources à ce moment-là et on a réussi à s'en sortir ensemble. Donc on peut aussi se dire que ce passage-là, on réussira. Merci beaucoup, Cécile Guéret. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi.